Donc nous allons maintenant aborder plusieurs questions type bac. Donc la première, expliquer le poids des valeurs et des normes dans le processus de socialisation. Donc il est important à chaque fois que vous travaillez sur justement des questions de ce type de bien identifier les connaissances que vous avez à mobiliser. Donc là on voit bien ici qu'il y a bien évidemment le processus de socialisation, de valeurs et de normes. Donc là, si on regarde, j'ai remis ce petit schéma, ça permet un petit peu d'appréhender le processus de socialisation, hein. Vous vous rappelez bien que dans ce processus de socialisation, il y a des phases primaires et secondaires. Il y a une phase primaire et une phase secondaire. Et dans la phase primaire, eh bien, nous avons les parents, la famille, l'école, les amis qui vont jouer un rôle important. Et puis dans la phase secondaire, ça va être toujours effectivement les connaissances qu'on peut se faire, et puis bien évidemment dans le milieu de travail. Et là, ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est au cours de ce processus de socialisation que l'on va intégrer des valeurs et des normes. Les valeurs étant des principes moraux et les normes étant des règles qui peuvent être écrites ou non, qui s'appliquent en fait aux personnes qui font partie d'une même société. Donc là, en quoi effectivement il y a du poids? Eh bien, il y a du poids parce que en fait, pour pouvoir s'intégrer à cette société que l'on voit là, on voit des liens entre les individus qui partagent finalement des valeurs et des normes communes. Eh bien, il faut les intégrer, ces valeurs et ces normes. Et selon les individus, ça va être plus ou moins facile de s'insérer dans la société s'ils ont intégré ou pas intégré les normes et les valeurs. Et du coup, la phase qui est vraiment très importante dans ce processus de socialisation, c'est la phase primaire, puisqu'en fait, c'est là que particulièrement les parents ou la famille va transmettre des valeurs et des normes qui vont en fait finalement permettre réellement à l'individu de s'insérer dans la société. Donc là, on voit effectivement que les valeurs et les normes qui font totalement partie intégrante du processus de socialisation sont particulièrement importantes pour permettre à l'individu de s'intégrer dans la société. Deuxième question, expliquer pourquoi la marginalisation fait partie du processus d'exclusion sociale. Donc ici, deux notions importantes, marginalisation et processus d'exclusion sociale. Alors tout d'abord, la marginalisation, c'est quoi? Eh bien, c'est la mise à l'écart progressive de la société. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, la marginalisation fait partie du processus d'exclusion sociale, dans le sens où c'est aussi un processus où, en fait, dans le processus d'exclusion sociale, on va avoir des ruptures qui vont être liées à un cumul de handicaps, comme le niveau de qualification, les faibles liens familiaux, l'éloignement géographique, etc., etc. Enfin, des zones d'emploi pour ce point-là. Et en fait, du coup, tous ces handicaps vont engendrer des ruptures comme la perte d'emploi, la perte de ressources, la dislocation du cadre familial, avec séparation par exemple, la dislocation du cadre amical, avec un isolement social de plus en plus marqué, et la perte du logement par exemple. Alors là, bien évidemment, toutes ces étapes-là ne vont pas nécessairement dans ce sens-là, bien évidemment, mais c'est pour montrer finalement les différents types de ruptures qui peuvent exister. Et donc là, on voit bien finalement que la marginalisation, en fait, fait partie du processus d'exclusion sociale. À la différence, c'est que le point final du processus d'exclusion sociale, en fait, c'est que l'individu va être exclu de la société suite aux ruptures qu'on vient d'évoquer. Et la marginalisation, en fait, c'est la mise à l'écart progressif de la société qui est liée aussi, en fait, finalement, à ces handicaps, à ces ruptures. Donc on est sur des choses qui sont assez similaires, sachant que la marginalisation ne se termine pas par le processus d'exclusion sociale, par une situation d'exclusion sociale nécessairement, d'ailleurs comme le processus d'exclusion sociale qui lui en fait peut se stopper selon finalement la façon dont les choses vont évoluer. Question suivante, expliquer pourquoi la pauvreté monétaire est une réalité à manipuler avec prudence. Donc là, du coup, première chose à prendre en considération, alors déjà, il faut bien savoir ce que c'est que la pauvreté monétaire, parce que c'est vraiment le cœur de cette question. Et première chose, cette pauvreté monétaire, en fait, pour pouvoir justement la travailler, il faut savoir ce que c'est que le seuil de pauvreté. Alors ici, on en voit trois, je vais expliciter un petit peu ce que ça signifie après. Pour pouvoir appréhender ce seuil de pauvreté, il va falloir tout d'abord s'intéresser au revenu médian. Alors c'est quoi ce revenu médian? C'est un revenu qui va couper, c'est une moyenne entre guillemets, qui va couper la population en deux parties égales. Ici, la partie qui gagne moins, 50% qui gagne moins du revenu médian, et 50% qui gagne plus. Alors si on regarde, on parle de revenu au niveau de vie médian, en 2018, ce niveau de vie était à 1771 euros par mois pour une personne seule, puisqu'on peut le calculer aussi pour plusieurs personnes sous un même foyer. Et là, du coup, on peut calculer ce seuil de pauvreté à partir de ce revenu médian
à différents niveaux. Soit on va calculer 40% de 1771, 50% de 1771 ou 60% de 1771. Donc qu'est-ce que ça donne? Ben, pour 40%, une personne va être considérée comme pauvre si elle gagne 708,40 € et moins. Donc là, c'est le seuil de pauvreté à 40%. Le seuil de pauvreté à 50%, il est de 885 € par mois pour une personne seule toujours. Et à 60%, on a un revenu mensuel qui passe à 1062,60 € par mois pour une personne seule. Et c'est là, en fait, que se pose la question de la manipulation avec prudence de cette notion de pauvreté monétaire, puisque là, vous vous rendez bien compte que selon le seuil qu'on va prendre, eh bien, on ne va pas nécessairement avoir les mêmes personnes qui vont être pauvres. Donc ça signifie que, par exemple, des personnes qui vont être considérées comme pauvres à 60% du revenu médian, ne le seront pas à 50 et à 40%. Question suivante, expliquer le lien entre précarité et processus d'exclusion sociale. Donc là, à nouveau, deux notions à considérer, la précarité et le processus d'exclusion sociale. Donc tout d'abord, la précarité, mais en fait, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, comme la qualification, l'entraide, les ressources que vous voyez là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut faire le pendant avec le processus d'exclusion sociale, puisque là, au lieu de parler des sécurités, on va parler de handicap, mais vous voyez bien qu'ils sont assez semblables. On parlera de niveau de qualification faible, de liens familiaux faibles, d'éloignement géographique des zones d'emploi. Donc là, on voit que finalement, eh bien, ces handicaps sont l'équivalent, les handicaps du processus d'exclusion sociale sont un peu l'équivalent, en fait, des sécurités qu'on trouve dans la précarité. Alors, bien évidemment, on l'a vu, le processus d'exclusion sociale peut engendrer des ruptures liées à ces handicaps, comme la perte d'emploi, la perte de ressources, la dislocation du cadre familial, la dislocation du cadre amical, ou encore la perte de logement. Et là, en fait, ici, donc là, on vient de voir que ça, c'est des ruptures pour le processus d'exclusion sociale. Et à contrario, pour la précarité, on ne parlera pas de rupture. On va mettre en relation finalement l'absence des sécurités qu'on a vues, non pas avec des ruptures, mais en fait avec le fait que la personne ne peut pas assumer ses obligations familiales et professionnelles, et donc elle ne peut pas accéder nécessairement à ses droits fondamentaux. Donc ça rend sa situation instable. Ça veut dire en quelque sorte, pour vous donner un exemple, eh bien, si vous avez un faible niveau de qualification, ça veut dire que vous allez avoir des difficultés à vous insérer professionnellement, donc vous allez avoir des difficultés à assumer vos obligations professionnelles, dans le sens où si vous n'avez pas les compétences dans le métier que vous exercez, ça va être très compliqué pour vous de l'exercer. Et puis, si jamais vous en venez à vivre une rupture qui serait liée au processus d'exclusion sociale, donc au handicap lié au fait que vous n'avez pas suffisamment de niveau de qualification, ça peut vous empêcher aussi d'assumer vos obligations familiales, dans le sens où, par exemple, si vous ne travaillez plus et que vous n'avez plus de ressources suffisantes, vous n'aurez plus l'argent suffisant pour notamment assurer certaines obligations familiales qui sont liées à l'aspect économique. Autre question, expliquer comment les inégalités sociales peuvent remettre en cause la cohésion sociale. Donc ici, deux notions importantes, la notion d'inégalité sociale et la notion de cohésion sociale. Donc, si on s'intéresse aux inégalités sociales, il en existe plusieurs sortes. On a par exemple en premier, alors la liste ne sera pas exhaustive, il y en a d'autres, mais on a par exemple les inégalités économiques. Donc là, je pense que vous comprenez bien ce que ça signifie. Donc vous allez avoir des individus qui ont des ressources financières plus ou moins importantes. Vous allez aussi avoir des inégalités qui peuvent être liées au genre. Donc là, une illustration, ça veut dire que pour les femmes, c'est plus difficile de progresser, notamment dans la vie professionnelle, que pour les hommes. Donc c'est une inégalité liée au genre. Et on trouve aussi des inégalités sociales qui sont liées en fait au patrimoine social. Je parlerai ici de cooptation, c'est-à-dire que par exemple, quand vous vivez dans un milieu plutôt favorisé, avec finalement des parents qui vont avoir des relations professionnelles, des relations amicales, eh bien, il sera plus facile aux enfants de ces personnes de pouvoir s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, puisque leurs parents pourront les coopter, c'est-à-dire en fait leur ouvrir les portes vers un monde social qui appartient au groupe social auquel ils font référence. Voilà, donc on a ces éléments-là, et en fait, eh bien, ces inégalités sociales, bien évidemment, elles vont remettre en cause la cohésion sociale qui sont illustrées ici, dans le sens où en fait, eh bien, la cohésion sociale, elle est possible, elle fonctionne bien à partir du moment où en fait les individus
sont à peu près égaux. Donc là, par exemple, égaux sur le plan économique, égaux sur le plan des genres, égaux sur le patrimoine social. Alors tout est relatif dans l'égalité, mais qu'il n'y ait pas trop en fait d'écart, de manière à ce que en fait finalement il n'y ait pas des individus dans la société qui se sentent en fait mis à l'écart ou qui en fait finalement sont pénalisés par rapport aux autres. Et ça, on l'a bien vu par exemple avec la situation des Gilets jaunes il y a quelques années, où on a un groupe d'individus qui estiment, notamment sur le plan particulièrement des inégalités économiques, que leurs ressources financières ne leur permettent pas de vivre décemment et qu'il y a une part de la population qui, à contrario, elle a des ressources financières très suffisantes. Et ce qui était mis en avant aussi par ces populations fragilisées, c'est l'idée en fait de fracture sociale, c'est-à-dire d'individus qui possèdent tout, on le voit là, et d'individus qui, eux, n'ont pas accès en fait, notamment aux biens que peuvent avoir une partie de la population. Et cette rupture, cette fracture sociale, elle est de plus en plus marquée dans le sens où là, si on regarde cette illustration-là, vous avez à gauche en fait les personnes qu'on va dire fragilisées. À droite, les personnes qui, elles, sont plutôt avantagées socialement, économiquement, etc. Et entre deux, là, on voit qui? On voit la classe moyenne. Et plus ça va, plus en France, et dans d'autres pays c'est le cas aussi, on a une classe moyenne qui se fragilise, qui a moins d'accès, qui est plus concernée par des difficultés économiques, etc. Et qui du coup, en fait, se retrouve elle aussi fragilisée. On est en train de créer dans la société une fracture sociale de plus en plus importante. Et plus il y aura de fractures, plus il y aura d'inégalités sociales, plus en fait la cohésion sociale, c'est-à-dire le fait de se dire qu'on appartient à un groupe social similaire qui partage des valeurs et des normes communes, plus ça va être difficile et plus ça va créer de tensions et de manifestations et de violences comme celles qu'on a pu voir il y a quelques années, notamment avec les Gilets jaunes. Dernière question, expliquer la différence entre fait social et fait individuel. Alors, tout d'abord, si on s'intéresse au fait individuel, on est vraiment à l'échelle de l'individu. Donc ça peut concerner par exemple, la perte d'emploi, la rupture familiale, le décès d'un proche, mais on s'y intéresse vraiment à l'état individuel de la personne, c'est-à-dire en fait l'isolement, l'état dépressif que ça peut engendrer, la dépression, voire le suicide, mais vraiment sur le plan individuel. Alors on va s'intéresser justement à un des aspects, on va parler du suicide en fait. Donc là, en fait, si sur le plan individuel on s'intéresse au suicide, on va essayer de comprendre quels sont les éléments psychologiques, c'est-à-dire les ruptures, les difficultés qu'a rencontré l'individu et qui vont l'avoir suffisamment fragilisé pour qu'il passe à l'acte. Alors que si on s'intéresse au fait social, et là on fait référence à Durkheim qui est celui qui a créé la sociologie, là on va s'intéresser au fait non plus à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la société. Et donc là, le suicide, pour Durkheim, justement, on peut l'appréhender non plus uniquement sur le plan individuel avec la psychologie, mais sur le plan social, et identifier ce qui peut amener certains groupes d'individus à être plus tentés de se suicider que d'autres. Alors pour Émile Durkheim, du coup, un fait social, tout d'abord, c'est extérieur à l'individu. Et là, vous avez une illustration, par exemple. Là, on voit, par exemple, pour la Bretagne, qui est une des régions où il y a le plus de suicides. Donc déjà, c'est ici qu'on a l'idée que c'est extérieur à l'individu. Ça veut dire que en France, on va avoir des régions où il y a plus de suicides que d'autres. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir des explications qui vont au-delà de l'aspect psychologique, mais qui sont liées à la société, à sa façon d'être organisée. Et puis, on voit aussi dans cette illustration que, comme dans toute la France, et on le retrouve donc en Bretagne, eh bien, sur 729 suicides, on a une grande majorité d'hommes, puisque vous voyez qu'il y a les trois quarts des hommes, sur les 729 suicides, il y a trois quarts d'hommes qui sont concernés, et puis un quart de femmes environ. Donc il y a vraiment un écart qui est important. Ça veut dire que les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant le suicide. Là, ensuite, on a aussi un aspect qui est lié par exemple au monde professionnel, donc c'est toujours extérieur à l'individu. On va se rendre compte que selon la profession exercée, eh bien, il va y avoir des professions qui sont plus ou moins fragilisées et qui sont plus ou moins en fait sujettes au suicide. Et là, on a l'exemple en fait finalement des agriculteurs qui est en France la population la plus fragile par rapport au suicide. Et donc là, on voit que c'est extérieur à l'individu dans le sens où la société, elle favorise le suicide chez certaines populations. Chez les hommes, c'est notamment lié en fait finalement à l'image que doit avoir un homme et à la façon dont on éduque les hommes.
Donc globalement, les garçons sont éduqués de la même façon et font des hommes assez similaires qui ont en fait des obligations de réussite, une pression plus importante, ne pas le droit de pleurer, etc., qui font que du coup, euh, ils peuvent être plus facilement en rupture qu'une femme qui, en fait, finalement, a plus une connaissance de soi, de la façon dont elle évolue, de ses problématiques qu'elle rencontre, qui se questionne davantage sur sa vie, et du coup qui a des ressources que les hommes n'ont pas. Et là, on voit que c'est pas l'aspect individuel, c'est vraiment lié finalement à la façon dont on éduque les filles et les garçons. De même pour les agriculteurs, bien évidemment, là, on est sur une population qui est particulièrement fragilisée parce que économiquement, socialement, c'est très compliqué pour eux. Et donc là, on voit que c'est le poids de la société qui engendre finalement ces problématiques de suicide chez les agriculteurs. Autre élément que Durkheim souligne, c'est que eh bien, un fait social s'impose à l'individu, il y a un pouvoir de coercition. Hein, donc là, c'est pareil, on est finalement dans l'idée que, alors, bien évidemment, on ne va pas forcer l'individu à se suicider, mais finalement, la société va plus ou moins contribuer, comme on vient de l'évoquer juste avant, à favoriser le suicide chez des personnes en fait qui vont être en rupture, pour lesquelles les liens sociaux vont être vraiment fragilisés. Et puis, autre élément que Durkheim souligne et qui font que c'est un fait social, c'est qu'il s'explique ce fait social par rapport lui-même à d'autres faits sociaux. Donc si on s'intéresse au suicide, qui est donc un fait social, eh bien par exemple, la religion est un fait social aussi. Et si on regarde les statistiques, on se rend compte que selon le type de religion, eh bien il va y avoir des religions où les personnes se suicident moins. Donc ça veut dire que selon en fait finalement les valeurs, les normes qui sont liées à certaines religions, le suicide est vu comme quelque chose de particulièrement négatif et du coup va empêcher finalement les personnes eh bien, de se suicider parce que finalement elles respectent ces valeurs et ces normes sans nécessairement en avoir conscience. C'est quelque chose qui est intégré. Voilà, donc j'espère que ces quelques éléments vous auront permis en fait finalement d'appréhender ces questions de connaissances, de voir que finalement on arrive à croiser des notions pour bien les analyser. Et c'est important, vous voyez aussi, de prendre appui sur des exemples qui permettent un peu d'illustrer votre propos.